Hello and welcome to Leadership Up Close. I'm Anne Lucas, the founder of Alta, and in each episode, I have a candid conversation with an impactful leader in Europe's tech landscape. They've got the t-shirt, they've got the scars, and they're here to share their insights and maybe even their secret sauce. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode en français de Leadership Up Close. Et aujourd'hui, je suis avec Solène Niederkorn, la fondatrice de Finscale, administratrice indépendante. Merci Anne, merci de ton accueil et je suis ravie que tu m'aies invitée sur ton podcast. Ça Excellent. me change. Ouais, non, on fait un peu un rôle inverse. Donc Solène, on a eu plusieurs conversations. Moi, je trouve que tu as un parcours assez unique. À la croisée de plusieurs univers, la finance plutôt traditionnelle, la fintech plus moderne, la gouvernance et aussi les médias. Et tu es notamment, comme on disait, à l'origine de l'association Board Project que tu as cofondée il y a un peu plus d'un an, 15 mois, 18 mois. Ouais, c'est ça, en janvier 2025. Donc tu évolues vraiment à l'intersection de plusieurs mondes. Donc moi, ce qui m'intéressait particulièrement dans cette conversation aujourd'hui, c'est un peu cette position qui est, je veux pas dire hors cage, en fait, j'ai envie de dire multicase. Tu vois, j'aimerais bien avoir ta lecture sur les transformations en cours dans ces divers univers. Ouais. Et d'habitude, j'avoue, je fais pas du tout le parcours de façon chronologique, mais là, j'ai envie de commencer assez simplement en prenant un petit peu de recul et justement de trouver, enfin, de discuter un peu du fil conducteur dans ton parcours, hein. Parfait, bah du coup on reprend il y a quelques années. Le départ. Écoute, la finance, c'est vraiment arrivé par hasard. J'avais pas forcément prévu. En fait, j'avais rien prévu au départ. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire, et je l'ai fait parce que dans mon environnement, il y avait pas mal de personnes qui partaient en finance, et notamment mon grand frère, Mmh. que j'aime beaucoup et pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et donc, je suis partie un petit peu sur ce thème-là en faisant Dauphine, en travaillant un petit peu dans le domaine et en poursuivant à la Sorbonne. Et donc, c'est ce qui m'a amenée vers la finance. Et en fait, mon parcours, il est jalonné plutôt de rencontres. Mmh. Hem Et il s'est fait au gré des rencontres. J'avais pas en tête un grand plan. Je crois beaucoup à la sérendipité, et donc ma première opportunité, ça a été de rejoindre le groupe bancaire financier, le groupe bancaire, pardon, suisse Mmh. UBS, au moment où à l'époque, c'était une succursale du Luxembourg en Belgique. UBS venait de créer une succursale, et il fallait monter l'équipe de gestion. Mmh. Et monter en fait, toute cette partie-là, commençant vraiment, from scratch, hein, avec juste, un mandat de gestion discrétionnaire, donc qui était donné par ses clients privés pour gérer, des avoirs déposés dans la banque. Puis ça a commencé comme ça, et en fait, je peux te dérouler le long, chemin, on va le faire peut-être en cours. Ce qui m'a amené ensuite à quitter, UBS en Belgique pour rejoindre, le groupe bancaire, suisse, mais plutôt, francophone, Lombardier, Mmh. qui est une plus petite banque privée, pour, en fait, créer, le bureau luxembourgeois. Donc on était une toute petite équipe pour monter, le bureau luxembourgeois et en créer en fait un établissement de crédit, une activité, d'un pure player, luxembourgeois au départ, puis ensuite, européen, puisqu'on a succursalisé, les bureaux, européens. Et Mmh. puis, j'avais toujours cette envie d'entreprendre, puisque j'avais toujours en fait le fil rouge de ma vie professionnelle, c'est vraiment, la passion et la créativité. Jusqu'à présent, ça, c'est parcours assez traditionnel, tu Voilà, aurais c'est pu ça. une carrière, Oui. de banquière. Mmh. Oui, tout à fait. Mais ce qui est intéressant et ce qu'on retrouve, le point commun de toutes ces expériences, y compris les suivantes, c'est la créativité. C'est-à-dire, quand tu crées une activité de gestion au départ, et que tu as juste, 2 mandats, et Mmh. que au gré, du travail, tu te retrouves à gérer de nouvelles classes d'actifs, créer des nouveaux types de gestion, pour les clients. Moi, je trouve que c'est assez créatif, et pareil, la création d'une banque, c'est vraiment hyper entrepreneurial, donc c'était de l'intrapreneuriat en quelque sorte. Et puis j'avais quand même, je me sentais quand même, limitée, hein, si tu veux, dans les capacités, qui m'étaient données pour être pleinement créative. Et donc en parallèle de mes activités chez, Lombardier, j'ai créé, une, 1re société, qui était, au départ un logiciel, enfin c'était au départ en marque blanche, mais c'était un logiciel de prise de rendez-vous en ligne pour les médecins. Donc c'était Ah, en 2015.
Le prix Kroll de Doctolib. Voilà, tout à fait, et donc j'ai itéré sur ce projet pendant 1 an en parallèle de mon job et puis j'ai fini par quitter parce que c'était intenable et puis que j'avais une super opportunité de quitter, et du coup je me suis dédiée à mon activité professionnelle. J'ai killé ce produit, de qui s'appelait EasyRDV pour monter en fait, une plateforme pour, acheter et vendre des objets de seconde main qui s'appelait My Braderie que, j'ai killé au bout d'1 an puisque ça n'a pas du tout marché, et j'ai rejoint en fait une start-up pour comprendre en fait, Mmh, comment, on gérait, ce genre de boîte. Parce que passer de la banque à l'entrepreneuriat, c'est pas immédiat. Je mmh. pense que ça nécessite un peu un sas de décompensation et donc ces 2 années que j'ai passées en start-up ont été hyper intéressantes pour moi, pour apprendre en fait, ce que c'était que d'entreprendre, dans la tech et puis j'ai quitté, donc en 2019 pour, recréer une deuxième société. Donc j'ai killé la première société, j'en ai recréé une deuxième. Au départ pour faire du conseil et puis petit à petit, au gré des rencontres encore une fois, j'ai fini par, créer, Finscale, donc qui est un média, qui traite de la transformation, de l'industrie de la finance, de manière très, très large avec, différentes activités autour de Finscale. Donc en mode solopreneur, donc j'ai pas, je travaille beaucoup avec, des freelances, avec des prestats, mais je n'ai pas d'employés. Voilà et on D'accord. est là. Non, mais tu as quand même vu, le monde plus traditionnel de la finance, des aventures, des expériences entrepreneuriales et tu reviens, en fait, dans le monde de la finance où c'est devenu de la fintech. Aujourd'hui, comment tu fais justement le pont entre ces 2 univers? Est-ce que tu es plus dans un monde que de l'autre? Comment ça se passe au quotidien? Alors moi, je me définis volontiers comme une passeuse, c'est-à-dire, une personne, qui fait partie de plusieurs mondes. Donc je dis toujours: «Je ne fais partie d'aucune chapelle, mais je connais très bien les langages de ces différentes chapelles». Donc par exemple, j'ai des mandats d'administrateurs indépendants, dans, des fonds d'investissement, donc ce qui Mmh, m'amène à rencontrer pas mal, des acteurs qu'on appelle des AIFM, donc qui sont des acteurs qui endossent, on va dire, le tout le volet réglementaire, du fonds d'investissement en quelque sorte donc toute mmh. la partie, middle back. Donc en fait, c'est très intéressant parce que ça, c'est un des exemples, mais j'en ai plein d'autres, notamment aussi au travers de mes activités de conseil. C'est très intéressant de comprendre en fait la culture et le mode opératoire de ces différents acteurs parce que tu les amènes à beaucoup travailler, beaucoup plus facilement travailler les uns avec les autres, puisque, moi je vois vraiment énormément d'opportunités, entre, ces acteurs qu'on appelle de la TradFi, Traditional Finance, de la FinTech, l'environnement, crypto et comme j'ai cette exposition, je dirais, très, très forte à tous ces écosystèmes, je vois beaucoup plus les ponts à faire entre les écosystèmes. Ce qui est pas forcément le cas quand tu te focalises sur un écosystème. C'est vrai et comment que si on prend un peu de hauteur, comment tu décrirais l'état de la fintech aujourd'hui? Alors la fintech, ça s'est développé, il y a, on va dire, au moment où tout le l'activité, du capital risque s'est fortement développée, je dirais, au début des années, 2010, parce qu'il y avait déjà une activité en capital risque, qui était développée, mais il y a vraiment eu un boom extraordinaire avec beaucoup de soutien, notamment, je pense à la France avec BPI France, qui Mmh. a alloué beaucoup de capitaux pour soutenir en fait, ces fonds qui se sont déployés. Donc il y a énormément de fonds qui se sont déployés pour déployer des actifs, en Europe, dans différentes verticales et notamment la verticale fintech avec, l'arrivée de super gros acteurs, je pense, je sais pas à Klarna, je pense dans nos, licornes, françaises, Conto, Penny Lane et donc il y a eu une émergence d'un certain nombre de modèles d'affaires, autour de la finance qui s'adressaient à résoudre, heu, un certain nombre de pain points, pas uniquement au niveau du front-end, donc au service client, mais aussi, beaucoup au niveau, du back-end et de la façon dont les établissements financiers plus traditionnels, opéraient. Donc il y a toujours, bien sûr, beaucoup d'activités en fintech. Il y a eu de la consolidation, il y a eu aussi de la casse, parce qu'il y a un certain nombre de startups qui n'ont pas réussi à scaler ou des scale-up, qui n'ont pas réussi à passer à l'étape supérieure, qui se sont fait racheter. Donc en Mmh. fait, il y a eu un engouement à partir de on va dire 2020, autour des années 2020, avec pas mal de fonds et des fonds aussi, verticalisés sur la fintech qui se sont développés et puis il y a eu, une phase plus, consolidation avec, aussi moins de fame et de hype, autour de la fintech remplacée, tu sais, en capital risque, il y a souvent des vagues comme ça, et des modes. Donc on va dire c'est moins à la mode, mais il y a toujours une volonté, importante de la part des établissements financiers, de se moderniser. Il y en a beaucoup, qui galèrent et qui sont, voilà, qui ont besoin, de
de se digitaliser et donc qui font appel à ces acteurs-là, de la finance parce qu'ils sont pas capables, ils n'ont pas forcément les ressources en interne, Mmh. pour, moderniser, leur stack. Et je pensais justement, enfin la tech a été quand même très très challengée ces dernières années, enfin la fintech, mais surtout le monde de la tech. Ouais. Où vois-tu les opportunités aujourd'hui? Pour la fintech en particulier? Ah, la fintech? Bah, écoute, il reste quand même, pas mal de choses, à améliorer en finance, tout ce qui concerne la finance embarquée, l'embedded finance a un avenir quand même très prometteur. Il y a encore beaucoup d'acteurs, hein, qui se positionnent, sur le sujet. Là, pareil, tu vas retrouver donc l'embedded, insurance aussi, donc parce qu'on parle de la finance, mais il y a la finance, il y a différentes verticales, qui sont, très prometteuses. Il y a bien sûr, tout ce qui concerne l'infrastructure, hein. Moi, j'ai touché d'ailleurs du doigt, assez récemment, le Mmh. sujet, sur la création de nouvelles infrastructures de marché, qui reposent notamment sur, des technologies autour de la tokenisation, donc qui te permettent en Mmh. fait de rendre, beaucoup plus liquide, enfin d'avoir des technologies qui à terme rendent plus liquides des actifs qui sont, illiquides, mais il faut que ça se fasse à grande échelle. Donc il y a des acteurs qui développent des infrastructures. Je pense par exemple à Lease, qui est une infrastructure de marché. Et puis il y a tout le sujet autour de l'agentique, qui est passionnant. Là, je peux reprendre, l'exemple d'un épisode que j'ai fait avec, le CPO, le Chief Product Officer de Mastercard, Mmh. où nous n'avons parlé que d'agentique. Et puis, bien entendu, il y a tout le volet autour des paiements. Enfin, tu vois, je pourrais ouvrir énormément de tiroirs. Le paiement avec l'avènement, des stablecoins, notamment dans des zones, du monde, où il n'y a pas, l'infrastructure de paiement qu'on a en Europe, et qui utilisent notamment, les stablecoins, pour, ces paiements transfrontaliers. Donc tu vois, ça fait, une panoplie, de technologies et de modèles d'affaires, prometteurs pour, la fintech. Mmh mh. Ayant fait un peu de conseil justement dans ce secteur, enfin, je suis pas une experte comme toi, mais je trouve que c'est un monde qui est quand même très, très fédéré, très fragmenté. Je trouve ça varie tellement au niveau des régulations, heu, des avancées, je dirais technologiques d'un marché à un autre. Comment et on parle beaucoup de souveraineté, je sais que c'est un sujet que tu as aussi abordé avec, Sébastien Coinon il y a pas très, très longtemps dans ton podcast justement. Oui. Comment est-ce que tu vois juste, l'Europe dans ce contexte? Tu vois, la fintech, l'Europe, tout ce qui est fragmenté, comment on peut être, meilleur dans la région européenne pour justement, être plus en soutien des entrepreneurs et des boîtes qui sont en phase de scale? Bah, écoute, il y a c'est un sujet en effet qui m'obsède un peu, donc je le couvre sur pas mal d'épisodes. On pourrait, vraiment avoir un épisode qui ne parle que de ça. Le point, tu l'as soulevé, qui est très problématique, c'est la fragmentation réglementaire, juridique, fiscale, en Europe. Donc on a 27 juridictions différentes. Donc, le 1er cas qui est ne serait-ce que la création, l'incorporation d'une société, tu peux Mmh. pas la créer, une seule fois, tu es obligé de la recréer, 27 fois. Donc il y a des initiatives, hein, qui sont portées, et en ce moment en Europe, je pense à EU Inc. avec, son lot de commentaires positifs, négatifs. Un jour c'est bien, un jour c'est la cata. Enfin, donc il y a quand même des initiatives comme celle-là qui visent justement à rationaliser, l'incorporation. Il y a eu, le rapport Draghi qui a aussi, été on va dire un des premiers pavés, jetés dans la mare pour justement, essayer de simplifier, donc détricoter finalement ce qui avait été mis en place. Parce que le principe, reste, enfin est assez simple, hein. Le passporting d'activité en Europe te permet justement, en libre prestation de services, d'offrir tes services un peu partout en Europe. Mais quand tu regardes dans le détail, il y a systématiquement des transpositions, pays par pays et donc ça veut dire que chaque fois, si tu prends l'exemple de la lutte anti-blanchiment, tu vas avoir des Mmh. spécificités locales. Donc ça veut dire que, tu vas devoir t'adapter, pays par pays. Donc il y a tout ce volet-là qui est, malheureusement, pas suffisamment rapidement, changeable, tu peux pas en un claquement de doigts décider, d'écraser, des dizaines et des dizaines de directives, et règlements européens. Et puis, le sujet du funding, donc il y a des initiatives, j'en ai parlé, BPI France, qui justement a permis, de funder un certain nombre, de startups, pas uniquement, en France, hein, mais donc de collaborer à l'amélioration et l'approfondissement, de l'écosystème, tech en Europe. Mais souvent ça s'arrête aux ventures et ça a moins de, je dirais de chambres enfin, c'est moins facile sur des phases plus, late stage, des boîtes, donc tout ce qui est growth. Donc si tu regardes, il y a finalement,
beaucoup moins de fonds, growth et donc les fonds qui vont, investir dans ces boîtes, et si tu regardes les derniers tours de table des grosses licornes que j'ai mentionnées, il y a Mmh. quelques minutes, ce sont des fonds plutôt américains, en tout cas Exact. internationaux, qui se Ouais. positionnent. Donc il y a un problème, il y a un trou dans la raquette, même s'il y a quand même des fonds, qui se positionnent, notamment je pense à Partech Growth ou Revaya, qui sont des fonds growth, et qui vont investir. Mais il faudrait, davantage, voilà pour, funder et l'autre problématique, c'est aussi la fuite des cerveaux. Il y a quand même, beaucoup d'ingénieurs, qui vont aller, Mmh. voilà, sortant des écoles, bosser, aux États-Unis, pas mal d'entrepreneurs aussi qui pour des raisons de simplicité, d'accès au marché, sur un marché américain qui est tout de suite très vaste, et Mmh. plus facile à appréhender, vont aller, tout de suite développer des boîtes, aux États-Unis. Donc voilà, un certain nombre de challenges, mais qui sont contournables par du funding, et de la simplification, réglementaire. Parce qu'il y a une volonté, il y a aussi énormément d'entrepreneurs et un tissu d'entrepreneurs très volontaires en Europe, moi que je côtoie et que j'apprécie beaucoup et qui ont, je dirais, la vision pour, l'Europe et qui n'ont qu'une envie, c'est que l'Europe, se développe, au niveau auquel elle devrait être. Excellent et si on parlait un petit peu de gouvernance et enfin tous ces sujets se rejoignent un petit peu et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés donc Oui. Board Project créé il y a 15 mois, 18 mois. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager sur ce sujet à ce moment-là? Alors écoute, moi, ma première, je dirais, la première fois que j'ai pris conscience de l'utilité d'une gouvernance, c'est une conformité réglementaire qui a été demandée aux établissements financiers régulés, au Luxembourg, qui est une circulaire qui s'appelait la 12 552. Mmh mh. Et on m'avait confié la tâche, de faire une gap analysis et de mettre en place cette gouvernance au niveau de la banque pour l'Europe. Donc c'est là que j'ai commencé à m'y coller et je me souviens très bien avoir rédigé, cette, directive interne qui, en fait, organise les différents comités, le comité d'audit, comité de rémunération, le conseil d'administration, comment ça s'organise et cetera. Donc c'était très normatif, hein, Ouais. un peu boring, mais je me suis dit: «Tiens, c'est intéressant». C'est, finalement un guide, de route, une map pour l'organisation, d'une société régulée. Alors ça a quand même un certain nombre d'avantages parce que ça permet, de mettre en place, des garde-fous pour, l'entreprise. L'inconvénient et c'est le cas, et je j'apprends rien à personne, c'est que à force de normer les choses, tu laisses moins de place à la créativité. Mmh. Ça fait aussi que c'est je dirais le coup de balancier, de l'autre côté. Ça fait que tu vas quand même avoir beaucoup moins de vélocité, et une moins grande appétence au risque, des établissements, en tout cas financiers, ça c'est sûr. Donc elle a ses vertus, mais elle a, je dirais ses côtés, négatifs. Et donc ça a été ma première, je dirais le premier pas que j'ai mis, dans la porte de la gouvernance. Et puis ce qui m'a fait y retourner, c'est quand j'ai, eu mon premier mandat d'administratrice, indépendante dans un board d'une AssureTech, donc il y a 6 ans. Mmh mh. Et que j'ai découvert en fait, ce que c'était qu'un board d'une start-up avec autour de la table, et je trouvais que c'était malin de la part de l'entrepreneur d'avoir déjà constitué un board, assez early stage dans sa boîte. Mais c'est vrai que le board était, fait des opérationnels et des investisseurs et j'étais la seule indep du board. C'était une boîte de quelle taille? Comment? C'était une boîte de quelle taille? Alors c'était une start-up, il devait y avoir, peut-être une trentaine de salariés, D'accord, d'accord, OK. donc voilà Une et jeune j'y suis structure quand restée. même. Mmh. Pardon? Une jeune structure, une petite Ouais. structure qui avait besoin de gouvernance, d'être accompagnée à ce niveau-là? Ouais, tout à fait, mais ce qui était super et j'ai eu de la chance, c'est que, je dirais le fondateur était très conscient parce que c'était un ancien dirigeant, d'assurance. Il était conscient que c'était bien de mettre en place une gouvernance à minima et j'ai trouvé que c'était, super intéressant. Ça m'a donné envie de continuer et donc du coup après j'ai étoffé, mon portefeuille, de mandats en variant les types de mandats. Donc j'ai des mandats maintenant qui sont assez variés, en fonds, family office, et puis, start-up. Et puis, quand j'ai rencontré, Adrien Chaltiel, qui est, le président, de Board Project, et qui m'a fait part de ce besoin-là, que moi j'avais identifié, mais j'avais le sentiment, que j'étais toute seule à l'avoir identifié.
Et puis c'est comme ça qu'on a commencé à discuter et puis que, il m'a dit: «Bah, écoute, on est en train de monter quelque chose avec, Benjamin Blasco, Louise Marie Véron, Michael Chekroun et moi» et donc je les ai rejoints et on a constitué Board Project, qui est vraiment un collectif extraordinaire, et dont on est très fiers. Et est-ce que tu penses que la gouvernance en France, donc pour les startups, les scale-up, est-ce que tu vois une réelle, évolution? Est-ce qu'il y a on sait, il y a beaucoup de supply, il y a beaucoup de personnes qui ont les compétences, qui ont l'expérience pour rejoindre, des boards et accompagner des fondateurs, des équipes fondatrices. Mais est-ce qu'il y a aussi, la demande tu vois, de ton point de vue, là où tu es vraiment, toi, tu es impliqué, tu es dans le sujet, en plus, tu as un réseau qui est quand même très européen. Est-ce que tu vois cette demande? Tu vois une évolution? Ah oui, alors moi je vois de plus en plus d'intérêt. Alors il y a c'est vraiment en fait, très varié. Ça va vraiment dépendre de l'expérience des entrepreneurs et ça va également dépendre de l'expérience des investisseurs. En général, ceux qui sont, je dirais les premiers intéressés, c'est les fonds puisqu'ils voient l'intérêt que ça représente, d'avoir des administrateurs indépendants à leur côté et aux côtés, des entrepreneurs. Après, le t justement, l'utilité du collectif qu'on a créé, c'est aussi d'évangéliser davantage, ce marché où finalement les gens, voient encore le board comme une chambre, d'enregistrement, et voient plutôt l'administrateur indépendant comme un door opener ou quelqu'un qui va apporter une expertise métier, mais ne voient pas réellement le board comme un organe de gouvernance Mmh. avec, différentes compétences autour de la table. Ce qui est et c'est marrant, malgré tout la vision que moi j'avais, du secteur financier où tu as vraiment un board assessment qui est fait chaque année, où tu dois faire ton évaluation annuelle en tant que board member, et te questionner toi-même sur l'intérêt de continuer à ce board seat, ou le stopper. Donc je pense qu'il y a une immense marge, d'évolution, pour l'intérêt et puis pour, expliquer voilà comment tu mets en place, une gouvernance et je peux te le dire parce que nous avons, il y a peu de temps avec Adrien, participé à une formation. Nous avons organisé une formation, dans un gros fonds de capital risque, à Paris et ils étaient enchantés parce que, on leur a ouvert les yeux sur, je pense, un certain nombre de choses qu'ils n'avaient pas en tête et ce qui est intéressant, c'est que cette démarche, tu peux aussi l'appliquer, sur les fonds de private equity, Mmh. où tu as de toute façon, je dirais un board qui va être constitué, mais qui va être vachement axé, sur, le je dirais la roadmap de transformation, sur les KPIs et alors là où il y a un trou dans la raquette qui est gigantesque, c'est sur le Mmh. volet plus émotionnel, humain, de Ouais. la chose, et c'est très intéressant d'ailleurs que dans ce collectif, on ait des personnes comme Benjamin Blasco qui est un des fondateurs de Petit Bambou. Je ne sais pas si tu connais, c'est une app qui te permet de suivre, des méditations en ligne. Mmh Benjamin, mh. il apporte un bagage extraordinaire, sur tout ce qui est intelligence émotionnelle et donc on parle de IQ et moins de EQ. Alors que je peux te dire, pour être dans des boards, que le volet EQ est absolument essentiel et donc si tu as pas du tout d'intelligence émotionnelle et que tu n'arrives pas à lire, dans la pièce ce qui est en train de se passer, à comprendre, en non verbal, ce que ressentent telle ou telle émotion, à préparer en amont ou suivre en aval, des discussions, voilà, les discussions avec les entrepreneurs, tu n'es pas une valeur ajoutée, pour un board. Enfin, il te manque vraiment quelque chose. Non et là, je te rejoins complètement. Je pense que moi, dans mon métier d'executive search, donc de chasse de tête, je pense que la partie EQ, ces 20 dernières années, prend de plus en plus de place et c'est une très bonne chose. Et ce qu'on entend souvent, que ce soit des fonds de private equity, ou du capital risque, c'est pas seulement est-ce que la personne qui va prendre, le poste, que ce soit CEO, par exemple CEO, est-ce que tu vois, it's not what they're gonna do, it's how they're gonna do it. Tu vois, c'est Mmh. important d'embarquer les équipes, de motiver les équipes, d'avoir cette partie EQ qui est un peu un rôle charnière, je dirais, entre le board, la gouvernance, mais aussi la partie opérationnelle, de savoir, engager le reste de l'entreprise et de s'appuyer sur des bons dirigeants, dans l'entreprise. Hem et ça rejoint un petit peu, je sais que tu parles souvent de curiosité intellectuelle. Mmh. C'est vrai. Pourquoi on parle d'IQ, on parle de curiosité et moi je pense que c'est hyper important aujourd'hui, quel que soit, ton rôle, que tu sois dans un podcast ou que tu sois directeur dans une banque, d'affaires. Je pense que c'est important d'avoir cette curiosité surtout qu'on ne sait pas, de quoi va être fait le monde demain ou dans 6 mois. Mais pourquoi pour toi, pourquoi c'est si clé aujourd'hui, selon toi?
J'ai mon beau-frère m'avait dit il y a une dizaine d'années: «Ce serait bien», parce que j'étais en phase un peu d'introspection, il m'avait dit: «Essaye de voir 1 à 2 personnes nouvelles par semaine, et des gens qui viennent pas forcément, de ton milieu professionnel et qui elles-mêmes te donnent, des contacts vers 1 ou 2 nouvelles personnes», et j'ai appliqué ça à la règle et je pense que depuis, je n'ai jamais arrêté. Alors grâce à mon podcast, j'ai cette chance, alors ça reste quand même dans mon milieu, mais malgré tout, j'ai des personnes, sur le podcast qui viennent d'autres horizons. Moi, je pense que la curiosité intellectuelle, elle est fondamentale pour une raison, c'est qu'en fait, c'est même pas tant le savoir. Alors le savoir est important pour te tenir au courant, de voilà, de ce qui se passe, dans ton domaine et dans d'autres domaines, d'apprendre, des autres, et c'est pour ça, je pense que j'ai vraiment la 1re raison qui a fait que je lance, FinScale, c'était celle-là. Il y a un autre, point que je trouve, très intéressant, c'est la notion de miroir. Mmh. On est des êtres, de connexion et de lien, et quand tu parles avec quelqu'un, la personne joue le rôle de miroir. C'est-à-dire qu'elle va te dire des choses qui vont te parler, qui vont te piquer, qui vont t'agacer, qui vont t'intéresser, et ce qui est très intéressant, c'est de décrypter tout ce que ceci veut dire quand tu vois les gens, pour progresser toi à titre personnel. Donc pour apprendre davantage, mais aussi pour te révéler à toi-même. Et je trouve que si on n'a pas cette curiosité, d'une manière générale vers l'autre, on passe à côté de beaucoup de choses en ce qui nous concerne. Tu vois ce que je veux dire? Comme un révélateur, de ta propre humanité, et donc je trouve que dans un monde qui devient de plus en plus égocentré, avec, beaucoup plus enfin, je vois, on est, 6 à 7 heures par jour sur nos écrans. On a absolument besoin d'avoir beaucoup plus de liens, in real life avec les Ouais. gens, et c'est pour ça que moi, dans mes boards, dans la mesure du possible, alors ça fait que j'ai parfois un agenda qui est hyper compliqué, mais je me déplace et je peux faire, 2 heures de train, et puis repartir l'après-midi pour, faire un autre meeting le soir dans une autre ville, pour être physiquement présente. Donc on s'éloigne un petit peu de la curiosité intellectuelle, je pense, la curiosité de l'autre en général, qui est très importante. Non, et ça rejoint, enfin, je m'éloigne un petit peu de nos sujets, mais tu vois, moi, je suis assez, passionnée aussi par, l'éducation, parce que je pense que ça forme la génération future, les leaders de demain. Et je mes enfants ont été éduqués au UK, donc je sais pas exactement comment ça se passe en France, mais au UK, c'est vrai que c'est ce qui est vraiment intégré dans le système d'éducation, c'est, dans beaucoup d'écoles, tu vois, c'est le growth mindset. Mmh. C'est cette curiosité intellectuelle, c'est de tenter des choses, de se planter, tu vois, de se remonter, de récupérer, mais surtout je pense, d'être réceptif au feedback, qui est en général très constructif. Mais cette capacité d'être à l'écoute de l'autre, à l'écoute de soi-même, et justement de vouloir apprendre, de vouloir grandir, je pense que c'est tellement essentiel pour devenir des leaders qui seront, justement IQ et EQ. Oui, alors je rebondis sur ce que tu dis, parce que ça, c'est un élément que j'ai pas mentionné et qui pour moi est fondamental. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir des boîtes qui scalent à l'international en Europe, et qui parviennent à devenir des leaders internationaux avec un capital, européen, Mmh. il faut davantage former les jeunes au growth mindset, et en France, c'est très, très parlant. Moi, je vis pas en France, mais quand je vois, le parfois l'état d'esprit en France, c'est on n'a pas du tout la culture de l'échec. Alors je pense que, les gens qui nous écoutent, je vais peut-être à nouveau enfoncer des portes ouvertes, mais moi ça me choque, et je vois à quel point, aux États-Unis, il y a un art du storytelling qui est bien plus développé, qu'en Europe, et pas du tout, de honte, à dire les choses, à se planter, à dire qu'on s'est planté, alors que, en France particulièrement, je trouve, dans en France et dans les pays plus latins, Mmh. tu es un peu honteux de dire, ça, alors que moi, j'ai aucun problème. C'est-à-dire que j'ai liquidé ma boîte le jour où j'ai créé la deuxième, et que ça Oui, a c'est été comme ma ça qu'on manière. apprend. Il faut Oui, se oui. planter pour apprendre, on apprend des erreurs. Totalement, totalement, je pense qu'on devrait au contraire être fier, si tu fais pas d'omelette, sans casser des œufs, donc tu peux être fier de tes échecs autant que et encore plus que de tes réussites. Oui, sinon on sort pas non plus, des comfort zones, et je pense que, enfin, moi, ce que je vois souvent en travaillant avec des fonds de PI, c'est quand on fait des recrutements de CEO, c'est justement des personnes qui savent prendre des risques. Tu vois, quand tu as toutes les ressources, que tout se passe bien, c'est assez, je vais pas dire c'est facile, mais c'est plus facile de gérer une croissance, d'avoir un impact très positif sur une boîte. Mais quand c'est un marché inverse, que tu dois prendre des risques, que tu as aucune visibilité sur comment le marché va réussir, Mmh, va réagir, pardon, et comment ton équipe va réagir, là, c'est quand même plus compliqué. mmh.
Si tu étais restée dans ce monde, tu avais pas fait ce pivot à un moment un peu entrepreneurial, tu ferais quoi aujourd'hui, Solène, tu penses? Je pense que j'aurais pas tenu. Honnêtement, non, 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 j'aurais pas tenu parce que je pense que moi, Mmh. ce qui caractérise et je réfléchissais avant qu'on se parle, ce qui me caractérise, c'est que je n'aime pas rentrer dans une case et en fait, dans les entreprises, surtout dans les entreprises, traditionnelles, type une banque, on aime Mmh. enfin, tu pas d'autre choix que de c'est, je dirais structurel, tu dois rentrer dans des cases. C'est moins le cas dans des boîtes tech, où on va recruter des profils un peu plus, atypiques. Mmh. Mais je pense que j'aurais pas pu tenir davantage parce que moi, j'ai toujours aimé être, par monts et par vaux sur plein de sujets en même temps et j'ai jamais aimé rentrer dans des cases et c'est vrai qu'à chaque fois que je suis rentrée dans une case, j'ai quitté en fait pour faire autre chose. Donc voilà, je pense que j'aurais rejoint, peut-être, une scale-up pour monter, je sais pas, peut-être, j 10 ans plus tôt, j'aurais pu rejoindre, Conto ou des boîtes comme ça. Maintenant, je pense que, j'ai pas forcément le profil pour rentrer chez Conto, mais je pense que j'aurais pas pu rester dans la banque traditionnelle. Et si tu, pouvais donner un conseil, à Solène, quand elle sortait, du lycée, qu'elle commençait ses études ou qu'elle se prêtait à rentrer sur le marché du travail, ce serait quoi le conseil? De pas attendre la validation, pour Mmh. avancer et d'avancer coûte que coûte, en croyant à ses rêves. Parce que je pense et ça, c'est un travers, qu'ont, je pense, beaucoup de personnes, d'attendre la validation d'un marché ou d'attendre, la validation, des autres pour, avancer alors qu'en fait, il y a qu'en avançant que tu y a que tu y arrives ou pas, mais que les choses se font, ça c'est sûr et je me souviens que j'avais discuté de ça avec Camille Tian, Mmh. il y a quelques années et j'avais différents projets et il m'avait dit: «Mais de toute façon, tu te lances et puis naturellement, les gens vont venir à toi» et je me suis dit: «Bah, en fait, Camille, c'est un super entrepreneur, c'est un des fondateurs de Payplug, Mmh. et maintenant il est CEO de Swan et c'est vraiment ça en fait, l'entrepreneuriat, ça fonctionne, comme ça. Tu te lances et tu crois à ton projet coûte que coûte et contre vents et marées et donc je pense que c'est ça le message que j'aurais donné à la petite Solène. Parfait. Bah, écoute, je pense que la petite Solène serait très fière de ce que tu es devenue. C'est sympa. Merci Anne. Non, mais si, c'est vrai, je pense que tu as vraiment un profil, je trouve, assez rare, hein. Justement, tu es, à la transverse d'univers, enfin, s'il y avait un parcours, tu slide le moment sliding door, s'il y a Solène, qui était restée dans le monde financier, qui aurait fait un rôle un peu, je dirais plutôt d'exécution dans une institution, alors que là, vraiment, tu apportes un prisme et ça te permet d'agiter, de faire agiter justement parce que tu fais les ponts entre différents mondes. Ça te permet d'avoir un rôle un peu, catalyseur et je pense qu'on a besoin de catalyseurs Ouais. aujourd'hui. On a besoin de personnes qui peuvent éclairer. Alors c'est plus facile dans le monde anglo-saxon qu'européen. C'est-à-dire que, les profils comme le mien, il y en a beaucoup plus aux États-Unis qu'en Europe. En Europe, et moi je l'ai vu et enfin je veux dire, je vis très bien avec ça, mais je me rends compte que les gens aimeraient bien me mettre dans une case. Donc c'est soit Solène podcasteuse, soit Solène administratrice indépendante. Ils ont du mal à se dire que je peux faire, tout ça à la fois et bien le faire. Et je pense c'est on a quand même à réfléchir à cette notion de case. Je ne sais pas si toi qui as vécu au UK, je pense que tu Ah es bah alors, d'accord? Ouais. le système d'éducation est tellement différent, je vais finir là-dessus, mais moi j'ai une fille qui a fait des études de maths et musique, complètement pas du tout conventionnelles, mais ça se rejoint. Les maths et la musique, en fait, ça se rejoint. Donc aujourd'hui, elle s'éclate, elle a fait des études extraordinaires, elle a trouvé son chemin. Mais quand j'en parlais avec, des interlocuteurs français, ils me disaient: «C'est quoi les débouchés?» «Ah, je sais pas, mais je pense que les maths, c'est hyper important aujourd'hui. Ouais. Si tu peux t'en sortir en maths, c'est déjà pas mal, tout ce qui est data driven et en même temps, pourquoi pas faire quelque chose qui est, passionnant?» Parce Mmh. que si on fait quelque chose qui est une passion, on a plus de chances d'exceller justement dans un art ou un métier. Ouais. Je suis d'accord avec Ah, toi. Mmh. mais c'est toujours difficile à expliquer, ça rentre pas dans les cases. Non, bah, voilà, mais moi j'ai assumé un moment, un jour j'ai assumé et que je rentrais pas dans les cases et que c'est OK. C'est complètement OK de pas rentrer dans les cases. Ouais, parfait. C'est mieux, je trouve. Merci En tout Anne. cas, merci beaucoup Solène, merci d'avoir pris le temps et vraiment ravie que tu aies pu, venir aujourd'hui, au micro de Leadership à Plus. À très Merci à bientôt toi. Solène. Au Salut. revoir. Ciao.